du CNRS qui l'oblige à aller passer 20 mois à Moscou. C'est à savoir s'il aura accès à ces sources. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, il devrait s'interdire à courir après les organisations, mais c'est tous facile. Bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous revoir et de vous voir si nombreux dans l'amphithéâtre Bachelard. Pour notre deuxième conférence, nous avons choisi l'intimité de ce bel amphithéâtre. Et en voyant les malheureux étudiants debout ou assis dans les marches, je me rends compte que nous aurions dû peut-être voir un petit peu plus grand, parce qu'intimité et mal de dos font rarement bon ménage. Le journal étudiant Sorbonne compte 110 rédacteurs et près de 30 000 lecteurs hebdomadaires. Nous tentons de démontrer chaque jour que les étudiants sont bel et bien capables de s'emparer de sujets complexes, aussi bien géopolitiques, politiques, économiques ou culturels. Pour nous en emparer, pour mettre nos connaissances en pratique, pour en faire des articles, nous avons besoin de nourriture intellectuelle. Ce soir, en voici une portion. Nous l'avons vu lors des élections américaines avec le soupçon du piratage des emails démocrates par les Russes. Nous le voyons en ce moment même, avec les doutes concernant la double vie que mènerait Emmanuel Macron, soupçonné même dans certains articles d'être un agent américain à la solde du secteur bancaire. Oui, les médias russes ne sont pas en reste et leur influence n'est plus à prouver. Quels sont les liens entre les grands médias russes et le Kremlin? Faut-il les craindre? Dans quelle mesure ces médias servent-ils les intérêts nationaux? Y a-t-il des voix dissidentes parmi les journalistes russes? Lesquelles? Quelle place, enfin, la liberté d'expression a-t-elle dans ce pays? Deux intervenants de renom tenteront de répondre à ces quelques questions et à bien d'autres encore. Chacun d'entre eux disposera de 45 minutes et les 30 dernières seront consacrées à vos questions, aux questions de la salle. Françoise Dossé, vous êtes directrice d'études à l'EHESS, spécialiste des relations russes. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Être opposant dans la Russie de Vladimir Poutine », paru en 2016. Vous travaillez notamment sur les formes de domination politique des grands médias nationaux russes. Merci Françoise Dossé d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Cyril Bray, vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris, ancien élève de l'École normale supérieure et de l'ENA. Vous êtes co-auteur du blog Eurasia Prospective et intervenez régulièrement au sein des principaux médias français, sur les questions qui nous animent ce soir. Cyril Bray, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Qui parle sème, qui écoute récolte, disait Pythagore. Il ne me reste plus qu'à espérer que cette conférence vous passionne, au point que ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une place assise deviennent de bons stoïciens, avides de connaissances et ne regrettant plus une seconde d'être arrivés en retard. Françoise Dossé, je vous laisse la parole. Merci à tous et bonne conférence. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation à parler avec vous ce soir donc de la question des médias russes et de leur influence dans le monde contemporain.
Je vois que vous êtes très très nombreux, donc c'est un sujet visiblement qui suscite l'intérêt. Et c'est vrai qu'en fait, cette question de l'influence médiatique russe, on l'a vu surgir progressivement depuis le début des années 2010. On a vu cette question de la présence médiatique russe à l'étranger, notamment se développer au moment de l'annexion de la Crimée en 2014. On parlait beaucoup de guerre de l'information. Et puis évidemment, avec l'élection de Donald Trump, tout à fait inattendue aux États-Unis, s'est posé, face à une élection aussi dont les résultats étaient absolument imprévisibles, imprévus. Du coup, le regard s'est porté sur Moscou et sur son influence dans cette élection américaine. Voilà, donc je pense que vous lisez la presse et les médias et que vous avez vu dans les pages des médias français notamment beaucoup d'articles sur la cyberguerre froide, le cyberespionnage, la propagande russe, l'offensive de désinformation, etc., qui font les gros titres des journaux. Et donc cette inquiétude face à l'influence médiatique russe à l'étranger, elle a été aussi, je crois que c'était ce week-end, d'une certaine façon reprise dans un discours qu'a fait François Hollande, où il a dit que la Russie utilisait tous les moyens pour influencer les opinions publiques. Ce n'est plus la même idéologie que du temps de l'URSS, mais ce sont parfois les mêmes procédés, les technologies en plus. Voilà, donc il y a cette fameuse question d'Internet qui surgit immédiatement. Alors, pour ce soir et par clarté, donc je vais essayer de comprendre à la fois cette inquiétude face à l'influence russe, inquiétude qui était encore imperceptible il y a quelques années. Donc pourquoi est-ce que tout d'un coup on est passé dans ce contexte d'inquiétude immense face à l'influence russe? Et puis pour essayer de répondre à cette question, en fait, je voudrais vous proposer alors une brève histoire des médias russes à l'heure d'Internet, pour comprendre en fait ce qui s'est joué en Russie même, parce qu'il me semble qu'on ne peut pas comprendre ce qui se joue au niveau international si on n'a pas compris d'abord ce qui s'est passé à Moscou à la fin des années 2000 et au début des années 2010. Voilà, donc je vais vous proposer tout simplement une histoire des médias en ligne en Russie. Ce sera une histoire en 3 temps, en parlant d'abord des années 2000 et du développement d'Internet en Russie. Je vais ensuite revenir sur les manifestations de 2011-2012, dont vous vous souvenez peut-être, qui ont été ces grandes manifestations contre la fraude électorale en essayant de voir le rôle des médias russes, alternatifs ou d'opposition à ce moment-là. Et puis, essayer de réfléchir ensuite, dans un dernier temps, et c'est celui qui est le plus récent, sur la question des emprises politiques sur Internet qui se jouent à partir en fait de 2012-2013. C'est-à-dire qu'on a un tournant là en 2011-2012 et dont on voit les conséquences aujourd'hui. Voilà. Et en fait, en titre de mon intervention, j'avais indiqué les médias à Moscou entre cyberguerre et soucis ordinaires, parce qu'il y a aussi l'idée qu'il faut peut-être aussi normaliser l'analyse pour mieux comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on peut pas être tout le temps dans la théorie du complot ou de la conspiration, mais qu'il faut peut-être analyser concrètement ce qui est en train de se jouer dans les médias russes. Voilà. Donc voilà, ça va être assez chronologique. Je vais commencer par le développement d'Internet en Russie dans les années 2000, parce que je pense que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc dans les années 2000, le pouvoir russe, l'État russe a mis en place des politiques actives de développement des technologies digitales et des infrastructures Internet, c'est-à-dire que se sont développées les possibilités donc de connexion et d'accès à Internet. Et ce développement de l'Internet a commencé au début des années 2000 et s'est prolongé jusqu'en 2010-2011, notamment avec la présidence Medvedev, puisque Dmitri Medvedev se présentait comme un grand adepte des nouvelles technologies. Donc le nombre de citoyens russes connectés au web a été en augmentation constante, et actuellement on considère que près de 75%, je crois, de la population, peut-être 80% maintenant, a accès à Internet, donc une population très connectée. Alors dans les années 2000, c'est ça qui est intéressant, je pense, l'Internet russe s'est développé de façon relativement libre et n'a pas été soumis aux mesures de restriction que connaissent d'autres États autoritaires comme la Chine ou l'Iran, par exemple. Donc on a eu quand même une certaine liberté de développement des médias en ligne et puis aussi
des réseaux sociaux. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier de la Russie, mais vous savez qu'ils coexistent en fait à la fois les médias sociaux et les grands opérateurs du web que vous connaissez, du type Google et Facebook. Facebook, oui. Et puis, que coexistent aussi des réseaux sociaux russes, donc Contact par exemple, et un moteur de recherche qui s'appelle Yandex, qui possède une grande part du marché russe. Donc, on est même dans une situation presque plus plurielle que celle que nous connaissons nous, où nous sommes quand même, nous évoluons dans un environnement web très souvent dominé par Google quasiment exclusivement. Voilà. Donc le développement d'Internet a permis le développement aussi de médias relativement libres en ligne dans un contexte où les médias traditionnels étaient eux fortement contrôlés. Donc c'est vrai que alors quand je parle des médias traditionnels, du coup c'est la télévision reprise en main par le pouvoir dès le début des années 2000. La presse papier aussi, assez fortement contrôlée, la radio. Et du coup, sur Internet sont apparus des médias alternatifs relativement libres dans leur développement. Voilà, donc je ne reviens pas sur le contrôle s'exerçant sur les médias traditionnels, mais vous avez probablement tous entendu parler de l'assassinat d'Anna Politkovskaya, qui est un peu, qui symbolise en fait cette domination extrêmement violente qui peut s'exercer sur les journalistes en Russie. Et d'une certaine façon, le développement des médias en ligne a semblé desserrer la contrainte justement s'exerçant sur l'espace médiatique russe. Voilà, donc au début, alors à partir du début des années 2000 et puis tout au long de ces années 2000, se sont développés beaucoup de médias indépendants en ligne qui étaient des médias qu'on a appelés des pure players, c'est-à-dire qui n'existent que sur Internet et qui n'ont pas de version papier. Donc on n'est pas non plus dans le même cas que dans la presse occidentale où souvent Internet a conduit en fait au passage ou au départ en tout cas à la copie du papier vers l'écran. Là, ce sont des médias qui n'existent immédiatement que en ligne et qui du coup sont libérés des problèmes de distribution du papier, production, distribution du papier, etc. et qui peuvent se développer sans ces contraintes. Donc beaucoup de médias qui apparaissent dans les années 2000, donc j'en donne quelques exemples, lenta.ru, gazieta.ru, granny.ru, ils s'appellent tous .ru évidemment, snob.ru, etc. Donc beaucoup de médias qui sont des médias d'information sociopolitique qui se mettent à faire de l'actualité en continu. Alors, ces médias ont pour particularité d'être très innovants techniquement, d'être innovants par leur design. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un effort de design de ces sites Internet pour qu'ils soient attractifs. Ce sont des sites qui sont très acquis à la pratique du multimédia, donc ils publient des textes, de la vidéo, des photos, des bandes audio, etc. Donc voilà, très très multimédia, très soucieux souvent au départ, en tout cas, d'interaction avec leurs lecteurs, en ouvrant, alors ça c'est le développement aussi du web 2.0, en ouvrant des forums des fonctions commentaires, forums de commentaires, etc. Et des médias qui sont aussi présents sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, comme j'en parlais tout à l'heure, et sur Contact, et donc les fameux réseaux russes. Ces médias ont aussi pour particularité d'être animés souvent par de jeunes journalistes issus des facultés de sciences sociales plutôt que des facultés de journalisme, et qui sont aussi des journalistes souvent assez militants, engagés dans des mouvements critiques ou protestataires. Et puis, alors, je détaille un peu parce que c'est important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, en fait. Des médias aussi qui sont insérés dans le marché médiatique, c'est-à-dire qui sont souvent financés par qui sont des entreprises privées qui se financent en partie grâce au marché et grâce au marché de la publicité. Et voilà, donc qui vivent grâce à ces ressources publicitaires, et pour certains d'entre eux qui sont inspirés par des modèles médiatiques occidentaux. Et le modèle qui revient le plus souvent dans la bouche des journalistes russes, c'est le modèle du Guardian, qui sert un peu d'étalon pour ces journalistes russes. Voilà, donc bon, c'est un petit peu le portrait un peu rapidement dressé, mais c'est pour vous montrer au fond aussi que quand j'en fais une description de cette sorte, je pense qu'au fond ils n'ont rien d'exceptionnel, dans le sens où on peut trouver le même type de médias, peut-être avec les mêmes caractéristiques dans d'autres contextes. Voilà.
Donc ces médias, qui au départ étaient évidemment très peu connus, ont bénéficié d'une notoriété grandissante et donc dans le calcul des audiences, ils ont pris une importance de plus en plus grande et à la fin, en 2011-2012 justement, ces médias en ligne en fait commençaient à concurrencer les grands médias d'information russes traditionnels justement, et avaient des taux de fréquentation ou d'audience qui les rapprochaient des grands quotidiens russes comme Kommersant, Izvestia, Viedomosti, Rossiyskaya Gazeta, et même comme certaines chaînes de télévision. Donc on voyait leur influence de plus en plus importante. Alors à cette période, et dans un contexte aussi d'optimisme, probablement à l'égard des techniques du net, certains analystes ont pensé qu'en fait ce développement des médias russes allait jouer dans le sens d'une démocratisation du pays. Donc il y avait cette idée d'une démocratisation possible grâce à Internet et grâce au web. C'était le moment aussi de tous ces discours sur la démocratie Internet, sur ce qu'Internet allait pouvoir changer à la démocratie représentative et à la démocratie participative. Donc des espoirs de transformation démocratique dans le pays qui d'une certaine façon ont semblé se réaliser avec justement ces manifestations de 2011-2012 qui ont semblé constituer le point d'orgue en fait de cet espoir de démocratisation en Russie. Alors je vais parler très brièvement de ces manifestations, mais je sais. Vous vous souvenez sûrement de ce qui s'est produit. Donc en 2011-2012, on est dans un contexte de double élection. D'abord élection législative en décembre 2011, puis présidentielle en mars 2012. Dans un contexte en fait, d'alternance politique à la russe, c'est-à-dire que le président Medvedev a pour fonction de redevenir Premier ministre et Poutine de redevenir président. Donc cette inversion des rôles. Au moment des élections législatives notamment, un certain nombre d'observateurs et de citoyens qui étaient présents dans les bureaux de vote documentent en fait des fraudes électorales et surtout vont filmer des cas de bourrage d'urnes, de votes multiples, etc. Et ces documents sont postés très largement sur les réseaux sociaux. Donc il y a un effet là d'amplification du mouvement, de protestation contre les fraudes grâce aux réseaux sociaux et grâce aussi à ces médias en ligne dont je viens de parler qui vont relayer ces critiques contre la fraude électorale. Donc le mouvement de 2011-2012, c'est des dizaines de milliers de personnes qui descendent dans les rues de Moscou, de Saint-Pétersbourg, dans les grandes villes. Donc un mouvement civique de très grande ampleur, relayé sur les réseaux sociaux donc, et sur les médias en ligne. Et on voit là tout le potentiel, au fond, critique, effectivement, de ces médias en ligne qui vont très largement couvrir ces manifestations de 2011-2012 en interviewant les leaders de l'opposition qui ont rarement accès, en fait, aux pages des médias traditionnels et puis en proposant un traitement assez engagé de l'actualité. Il y a une télévision, la télévision Doge, donc TV Rain, qui se fait connaître à cette période-là, justement en couvrant très largement ces manifestations. Voilà. Alors, l'effet, d'une certaine façon, de ces manifestations de 2011-2012, ça va avoir une double conséquence. D'une part, ça va évidemment inquiéter énormément les autorités russes. Et ça va aussi montrer l'importance justement, l'importance politique nouvelle d'Internet en Russie et la capacité critique de ces nouveaux médias en ligne. Alors là, je voulais juste citer une journaliste très connue en Russie qui s'appelle Galina Timchenko, qui était la rédactrice en chef de ce média dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle lenta.ru, et qui expliquait, elle expliquait en 2013, et je la cite: le pouvoir a longtemps considéré qu'Internet n'était pas intéressant, qu'on n'avait pas assez de poids et on était marginaux. Et on était marginaux il y a encore 2 ans. Donc elle parle en 2013 et elle parle de 2011. Il y a 2 ans, donc en 2011, Peskov, le secrétaire de presse de Vladimir Poutine, a invité les rédacteurs en chef des médias Internet pour la première fois.
À l'époque, l'ENTA comptait déjà pourtant 700 000 visites par jour. Simplement pour vous montrer en fait cet intérêt politique tout d'un coup. Hein, donc c'est 2011 où le secrétaire de presse de Vladimir Poutine rencontre pour la première fois les rédacteurs en chef des médias en ligne. Et donc là, on voit bien que ces médias qui étaient, comme ils disent eux-mêmes, sous les radars, passent dans le radar. Et donc ça va changer leur situation. Donc les autorités russes manifestent un intérêt à partir de 2011-2012 pour ce qui se passe sur Internet et notamment pour ces fameux médias en ligne. Et puis évidemment dans ce contexte, dans un contexte d'inquiétude face à ces mobilisations de l'opposition et au rôle des principaux leaders d'opposition. Et puis aussi dans un contexte où les autorités soupçonnent une ingérence étrangère dans la vie politique intérieure russe. C'est-à-dire que l'idée aussi, c'est de voir la main de l'étranger, notamment des Américains, derrière ces manifestations de 2011-2012. Et donc ces manifestations vont changer d'une part donc l'attitude du pouvoir russe à l'égard d'Internet et des médias en ligne, et vont aussi d'une certaine façon justifier la possible ingérence russe dans les jeux politiques étrangers occidentaux en retour. C'est-à-dire avec l'idée que si c'est la main de l'étranger qui est venu déstabiliser le pays, pourquoi est-ce que la Russie n'irait pas ensuite s'ingérer dans les affaires étrangères d'autres États? Voilà, donc simplement pour vous montrer ce moment quand même un peu charnière et très important de 2011-2012 dans l'attitude des autorités à l'égard de ces médias en ligne. Donc depuis ces grandes manifestations, et plus encore depuis la crise internationale née de l'annexion de la Crimée donc par la Russie en mars 2014, la reprise en main de ces médias en ligne est manifeste en Russie. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette reprise en main, elle s'opère de façon assez complexe. Et on peut dire, d'une part, à la fois qu'elle est oppressive, et je vais revenir là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a réellement des contraintes lourdes qui s'exercent sur Internet et sur les médias en ligne. Mais c'est aussi une contrainte qui s'exerce d'une autre façon, alors je ne sais pas forcément comment qualifier, qui pourrait être une contrainte mimétique ou une contrainte fondée sur l'emprise, c'est-à-dire où en fait les autorités russes vont s'approprier en fait un certain nombre de compétences, de savoir-faire de ces médias en ligne alternatifs pour les reprendre et pour se les approprier. Voilà, il me semble que ce double mouvement d'oppression et de mimétisme explique en partie le succès d'un certain nombre d'entreprises médiatiques russes à l'heure actuelle. Voilà, donc la question de l'oppression d'abord. Donc, alors je rappelle quand même qu'en Russie, la censure institutionnalisée a disparu, donc il n'est plus question de parler de la Glavlit, qui était la direction principale de la censure soviétique. Alors le problème en fait dans le contexte actuel, c'est que cette inquiétude face à l'influence russe, elle a tendance tout de suite à faire ressurgir tous les lieux communs sur la période soviétique. C'est-à-dire qu'on est abondé de ces lieux communs sur le néo-soviétisme, etc. Or, voilà, simplement pour le rappeler, il n'y a plus de direction centralisée de la censure. On est aussi dans un contexte partiellement marchand, donc où le marché quand même fonctionne, un contexte de privatisation partielle du secteur médiatique, et donc où vont se mettre en place de nouvelles formes en fait de contraintes ou d'oppression sur les médias. Alors ces contraintes, elles sont vraiment de différentes natures, ces contraintes sont très diverses. Elles jouent très diversement, elles peuvent être mobilisées de façon assez aléatoire, complexe. Donc il n'y a pas un modèle unique, très vertical de gestion de l'ensemble des médias par le Kremlin, mais plutôt des formes d'intervention assez ciblées, des réactions à des articles très précis, des formes d'intervention qui sont extrêmement complexes, adaptées. Alors, parmi les contraintes qui s'exercent, donc il y a une nouvelle législation ou un développement des textes législatifs qui encadrent de plus en plus l'Internet russe. Je ne vais pas rentrer complètement dans le détail de ces textes législatifs, mais enfin, on a l'adoption de lois contre l'extrémisme, l'adoption de lois contre le terrorisme qui font peser des contraintes sur les contenus médiatiques. Des lois aussi qui semblent un peu plus éloignées, mais sur la protection des enfants, par exemple, qui là aussi crée des contraintes pour les médias, donc qui doivent indiquer pour quel public, de quel âge sont destinés les contenus. Donc vous voyez, si vous lisez les médias russes, c'est écrit
plus 12, plus 18, enfin plus 16, plus 18, etc. Donc voilà, il y a une question de protection des enfants. Et puis des lois maintenant beaucoup plus directement concentrées sur les questions d'Internet. Une loi qui oblige les grands opérateurs du web à conserver leurs données sur le territoire russe, qui a des conséquences importantes. Et puis des dispositions aussi sur en fait la législation est extrêmement fournie et complexe. Des lois sur la question du capital, des capitaux investis dans les médias, qui font que les médias ne peuvent plus avoir qu'un pourcentage limité de capitaux étrangers dans le capital de leurs médias. Et des textes aussi qui vont essayer, par exemple, de contrôler les algorithmes. Alors, je ne sais pas si vous avez lu des choses sur cette question du fonctionnement, enfin, du rôle des algorithmes dans le fonctionnement d'Internet, mais vous savez que ce sont des outils, des codes extrêmement importants pour comprendre le fonctionnement d'Internet à l'heure actuelle, c'est-à-dire dans des contextes où les contenus en ligne sont de plus en plus foisonnants, pour circuler sur Internet, pour naviguer. Vous utilisez en permanence en fait des algorithmes qui vont faciliter votre circulation, votre navigation, mais ces algorithmes orientent votre navigation. Donc c'est très clair avec les algorithmes de Google qui vont en fait vous proposer, quand vous faites des recherches en ligne, on vous propose un certain nombre de réponses qui sont des réponses hiérarchisées par justement l'algorithme de Google. Même chose sur Facebook, même chose. Voilà. Donc il y a un enjeu autour des algorithmes qui est extrêmement important. Et on va voir aussi le législateur russe s'intéresser justement, par exemple, à cette question des algorithmes qui pendant très longtemps échappaient complètement au contrôle du législateur. Et il y a le cas d'une affaire assez intéressante une volonté de contrôler l'algorithme de l'agrégateur de nouvelles de Yandex Novostik et de Yandex News, qui est l'agrégateur de nouvelles du moteur de recherche russe Yandex, qui hiérarchise les informations. Voilà. Et donc en 2016, la Douma a entrepris d'encadrer l'activité donc du code de l'algorithme de ce moteur de recherche Yandex. Voilà. Donc ça, ce sont des dispositions législatives contraignantes, pas toujours visibles en fait pour l'internaute russe, parce qu'en fait c'est assez difficile et ni vous ni moi ne connaissons les codes des algorithmes que nous utilisons, mais ce sont des enjeux en tout cas importants sur les questions de mise en visibilité des contenus qui sont sur le net. Voilà, donc une activité législative très intense. Avec la mise en place aussi ou le développement plutôt d'un organe de contrôle des communications qui s'appelle Roskomnadzor, qui est une institution justement chargée d'appliquer cette législation, qui a des pouvoirs de plus en plus importants et qui notamment peut bloquer des sites qui publieraient des contenus considérés comme extrémistes, etc. Et qui a donc bloqué un certain nombre de sites Internet. Donc les sites bloqués, ça veut dire qu'ils sont plus consultables en Russie, mais par contre vous pouvez les consulter depuis l'étranger. Ou si vous êtes un internaute un peu éclairé, vous pouvez les consulter grâce à des anonymisateurs. Voilà. Donc bon, tout ce contexte législatif assez oppressant. Et puis aussi énormément de problèmes très ordinaires dans le fonctionnement des rédactions, des problèmes économiques, le problème d'accès au marché de la publicité, le problème d'accès aux câbles, etc. Des problèmes parfois d'immobilier où tout d'un coup une rédaction est privée de ses locaux parce que le propriétaire décide de plus lui louer les studios. Enfin bref, des questions aussi très très matérielles qui vont venir empêcher ou gêner l'activité de ces médias alternatifs. Voilà. Donc il y a on peut documenter beaucoup d'exemples de contraintes sur ces médias. Là, je vais en prendre un rapidement si j'ai le temps. C'est l'exemple de cette télévision Dozh, donc qui veut dire la pluie en Russie, TV Rain, qui très active en 2011-2012 et qui depuis rencontre des difficultés importantes, qui ne peut plus être diffusée sur le câble en Russie et qui du coup pour avoir un modèle économique viable a mis en place en fait ce qu'on appelle un paywall, c'est-à-dire un mur de paiement, je sais pas, une barrière de paiement, un abonnement en fait, comme ceux que vous connaissez sûrement quand vous regardez les sites français souvent. Et donc un paywall, ce qui à la fois lui permet d'avoir des ressources économiques, mais qui en même temps évidemment limite ses contenus à une audience qui est une audience déjà acquise à sa cause en fait et limite les possibilités d'influence de ce média. Voilà, donc ces dispositifs qui vont venir encadrer les médias. Alors,
l'autre phénomène, et qui me semble aussi très très important, c'est ces phénomènes de mimétisme ou d'emprise sur les sites. Alors, ça me semble important parce que ce qu'on observe, ce qu'on documente en fait depuis quelques années en Russie, c'est d'une part des phénomènes de remplacement d'une équipe rédactionnelle par une autre en gardant le même média. Et ça, c'est vraiment, il y a eu plusieurs cas ces dernières années, c'est-à-dire, et c'est typique de Lenta.ru. Lenta.ru, qui était très en pointe là sur le traitement de l'actualité politique en 2011-2012, très en pointe aussi sur le traitement de l'annexion de la Crimée, qui en 2014 fait l'objet d'un avertissement de Roskomnadzor. Et suite à cet avertissement, la rédactrice en chef que je citais tout à l'heure, Timchenko, est licenciée et toute son équipe démissionne avec elle. Donc toute l'équipe quitte Lenta.ru et une nouvelle équipe arrive qui, elle, défend une ligne pro-pouvoir. Et alors pourquoi c'est important? Parce qu'en fait on garde une forme qui reste la même, une forme qui est héritée de ces médias alternatifs de la fin des années 2000, qui en plus avec ses efforts de design, de multimédia, etc., qui reste dans la forme la même chose, mais qui change dans le contenu. Et ce qui est assez frappant, enfin, c'est que en fait les chiffres de fréquentation restent relativement stables. C'est-à-dire que les internautes continuent à fréquenter Lenta.ru malgré le changement de ligne rédactionnelle. Donc en fait, il y a une espèce d'appropriation d'une forme qui est cette forme moderne, dynamique, en prise avec les réseaux sociaux, etc., mais qui va être, mais où le contenu va changer. Et en fait, on a beaucoup d'exemples de ce type dans les médias russes, avec l'exemple aussi d'un autre journal qui s'appelle Gazeta.ru. Là aussi, changement de l'équipe, mais maintien de la forme. Et un autre exemple plus récent, l'exemple de RBK, qui était un autre média. Voilà. Donc je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important pour comprendre pourquoi ça marche, quoi. Pourquoi ces médias russes, et ça pose question aussi sur ces médias russes à l'international, pourquoi est-ce qu'ils attirent aussi l'audience, quelles sont leurs formes et pourquoi c'est important. Et l'autre phénomène, c'est un phénomène aussi de lancement de projets médiatiques par le pouvoir, en reprenant, donc là plus des phénomènes de mimétisme et de copie, en reprenant des formes, là aussi, qui sont empruntées à ces médias pure players de la fin des années 2000. Et ces transformations médiatiques s'accompagnent aussi du recrutement d'un certain nombre de journalistes de l'opposition ou des sites critiques par des médias proches du pouvoir. Et c'est ce qui s'est fait notamment après 2011-2012, où l'agence de presse RIA Novosti, qui est la grande agence d'information internationale en Russie, est allée recruter des médias qui venaient de ces sites alternatifs de 2011-2012 et qui disposaient c'était des jeunes journalistes très dynamiques avec vraiment un savoir-faire Internet très à la pointe, et ils leur ont offert à la fois des salaires attractifs, des conditions de travail aussi plutôt favorables, parce que les médias aussi d'État disposent de moyens importants et disposent d'équipements, d'appareils qui aussi permettent de faire du journalisme dans de bonnes conditions. Voilà, alors c'est bon. Et donc pour le dernier point, donc évidemment, ce qui se joue à Moscou, dans les médias à Moscou, à mon sens, permet de comprendre aussi ce qui se joue à l'international, avec cette présence médiatique russe croissante sur la scène internationale. Il me semble que les phénomènes dont je parlais là sont à l'œuvre dans l'activité des médias russes pour l'international, et notamment de RT et Sputnik, qui sont les plus connus. Donc RT, qui est cette chaîne russe qui diffuse à l'étranger, donc pour l'instant en 3 langues, anglais, espagnol, arabe, il me semble, et qui devrait bientôt diffuser en français, et le site Sputnik News, qui est donc lui aussi un site en plusieurs langues qui diffuse l'information russe à l'international. Et d'une certaine façon,
On a là à la fois aussi cette question du jeu entre la forme et le fond, c'est-à-dire avec des produits médiatiques qui sont quand même à la pointe et qui utilisent justement, qui savent utiliser toutes ces ressources du web et d'Internet qu'on avait vu à l'œuvre en 2011-2012 en Russie. Donc il y a cette réemploi de formes très modernes avec des contenus là qui vont être des contenus pro-russes, patriotiques, conservateurs, traditionnalistes, souverainistes, etc., qui sont les contenus qu'on peut lire sur ces sites, mais avec des interfaces modernes et dynamiques. Et aussi, alors pour ces médias qui sont des médias publics, des contenus entièrement gratuits, puisque RT et Sputnik sont entièrement financés par l'État russe, donc ils n'ont pas de problème d'accès au marché de la publicité, donc eux ne fonctionnent plus dans les conditions du marché, et ils mettent en libre accès en fait un contenu qui peut être approprié, repris, diffusé par le plus grand nombre, et là vous n'avez pas de barrière d'accès, vous n'avez pas d'abonnement, et donc tous ces contenus sont disponibles, et la chaîne RT a même lancé un projet qui s'appelle Free Video, qui fournit des vidéos gratuites en ligne pour tous les médias qui souhaitent reprendre ces vidéos. Donc il y a aussi cette idée de donner ces contenus au plus grand nombre. Voilà, donc qui vont proposer dans des formes assez modernes un contenu qu'ils appellent de réinformation, mais qui va être donc dans les formes de l'information mainstream. Alors voilà, donc ça explique en partie ce succès. L'autre point, évidemment, c'est la question de la réception de ces médias russes. Et en fait, d'accord, les médias russes fournissent un contenu de réinformation dans des formes qui sont plutôt modernes. Mais ce qui nous pose question, évidemment, c'est pourquoi est-ce que ça marche? Et pourquoi est-ce qu'il y a un auditoire pour s'intéresser à ces contenus, pour les reprendre, pour les diffuser sur les réseaux sociaux? Donc là, je parle du cas de la France, notamment. Hein, on voit bien qu'il y a tout un certain nombre de groupes, de mouvances politiques, etc., qui sont très intéressés à reprendre ces contenus fournis par les médias russes. Et donc, évidemment, la question de l'offre médiatique venue de Moscou, elle est importante, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de l'influence russe, mais je pense qu'il faut se poser de façon aussi importante la question de la réception et de la demande qui existe dans dans le public en France, mais et dans les autres pays occidentaux aussi. Voilà, donc des contenus qui sont repris et appropriés souvent par des internautes français à la recherche peut-être d'autres formes d'information, mais surtout qui adhèrent à des discours souverainistes, conservateurs, traditionnalistes et patriotiques. Voilà. Donc simplement pour conclure, je ne vais pas parler trop longtemps. Donc sur cette emprise médiatique russe, donc comme je disais, elle est complexe et elle pose, à mon sens, de nombreuses questions, hein, à la fois sur la question de la modernité en ligne, de la question de l'insertion dans le marché, de la gratuité, et la question de l'utilisation des ressources du web, et puis des questions de réception, donc dans des blogosphères qui sont plutôt des blogosphères radicales qui peuvent être à gauche ou à droite. La question, c'est quelles sont aussi les réponses citoyennes possibles face à ces usages du web. Comment s'équiper intellectuellement et techniquement pour affronter le monde inégal de l'information en ligne. Voilà, là, ça ouvre des questions un peu plus générales. Donc, s'équiper intellectuellement, c'est d'abord être capable d'identifier les partis pris politiques d'un certain nombre de médias, et y compris des médias russes, évidemment. C'est aussi éventuellement réfléchir à d'autres formes de journalisme, et ça, je dirais que c'est... alors, je vais peut-être pas parler trop longtemps, mais il y a aussi... Donc, ce que je disais, il y a eu une reprise en main de ces médias d'information sociopolitique à Moscou depuis 2012, mais ce qu'on voit aussi, c'est un web russe qui reste quand même, à mon sens, très dynamique, où on voit apparaître de nouveaux projets médiatiques qui sont des projets un peu différents, où on n'est plus dans le journalisme d'actualité sociopolitique comme en 2011-2012, mais on voit apparaître des sites qui vont faire plutôt du journalisme culturel, du journalisme scientifique, du reportage au long cours, et donc l'émergence aussi en Russie de formes nouvelles de journalisme qu'on connaît aussi dans le monde occidental et qu'on désigne souvent sous ce nom un peu à l'américaine, quoi, de
slow journalism, comme on parle de slow food, c'est-à-dire d'un journalisme qui prend le temps d'expliquer, de faire qui est plus dans l'éducation à long terme d'une certaine façon. Et on voit beaucoup de sites de ce type apparaître dans l'espace médiatique russe aujourd'hui. Et ils sont aussi, je pense qu'il faut aussi, on peut avoir un intérêt pour ces sites qui sont moins politiques, mais qui ont aussi un projet là de politique à long terme au fond. Voilà. Et puis l'autre réponse, évidemment, c'est comment s'équiper aussi techniquement, donc apprendre à utiliser le web sans forcément être à la merci justement de ces algorithmes, de tous ces dispositifs un petit peu d'encadrement du web qui sont pas toujours très visibles et face auxquels il faut aussi peut-être apprendre à manier des outils internet qui permettent de naviguer autrement en ligne. Voilà, donc je vais m'arrêter là, je pense, et je serai évidemment à votre disposition ensuite pour vos questions. Merci pour votre attention. On a une question maintenant. On va le prendre à la fin. Ah d'accord. Je vous laisse parler. D'accord. Très bien. Oh bien. Merci. Oui, merci beaucoup au journal Sorbonne de son Sorbonne. Ok. Ok. Merci au journal Sorbonne pour son invitation. Merci à Françoise Dossé pour son exposé extrêmement éclairant et pour moi extrêmement instructif. Ce sont des informations et des tendances qu'il est parfois difficile d'obtenir si on n'est pas au plus près du terrain. Et enfin, merci à Pierre Verluise de DiploWeb qui me fait l'amitié d'être ce soir ici. DiploWeb qui vous nourrira tous à satiété sur tous ces sujets géopolitiques dans l'espace russe, dans l'espace post-soviétique et dans bien d'autres espaces. Alors, pour commencer cet exposé, j'avais deux questions. D'abord, Sorbon a-t-il raison? Sorbon a-t-il raison? Parce que ça me permet de faire une rime. Les médias russes sont-ils à la conquête du monde? Et puis je me suis ravisé, je me suis demandé que c'était plus drôle de demander si François Hollande avait raison. Est-ce que, comme l'a dit Françoise, la Russie, la Fédération de Russie, les autorités publiques russes, la présidence Poutine, les médias largement financés par les pouvoirs publics russes, sont en train, à la technologie près, de reprendre le projet soviétique. D'agitprop, de propagande internationale, d'influence, et pour tout dire, de soft power. On en a vu des exemples criants, notamment dans la campagne américaine, et on en redoute certains dans les trois grandes campagnes européennes, néerlandaises, françaises et allemandes de 2017. Ces deux questions, en fait, reviennent à peu près à la même question, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans ce secteur spécial, très spécifique, dont les limites viennent d'être déjà définies, que sont ces médias d'obédience et d'influence internationale financés par les autorités de la Fédération de Russie. S'agit-il, comme beaucoup aiment à le décrire, d'une entreprise de subversion, d'une entreprise d'influence, de déformation et de transfiguration des sphères démocratiques occidentales, ou s'agit-il simplement d'un soft power finalement assez traditionnel? En gros, est-ce que Sputnik et RT, c'est la même chose que la BBC et Deutsche Welle? Donc, est-ce qu'il faut considérer que l'effort tous azimuts de professionnalisation, l'effort technologique, l'effort budgétaire, j'y reviendrai, concourt tout simplement à un projet machiavélique, de renversement de l'Occident par son grand autre, la Russie, ou est-ce qu'il faut considérer que, bon, tout simplement, la Russie répond à certaines initiatives avérées occidentales dans son espace médiatico-idéologique. L'enjeu est vraiment d'importance, parce que c'est dans ce domaine-là, comme dans le domaine de la défense, comme dans le domaine de l'action diplomatique à l'ONU, que se joue le statut qu'on veut attribuer à la Russie, si tant est qu'elle soit nouvelle, dans les relations internationales. Alors,
pour nous, pour moi, petit consommateur de presse russe, en russe et pas en russe, internationale, les 3 dernières années ont été marquées par une espèce de retour fulgurant des médias internationaux dans ma sphère. Quand j'étudiais le russe il y a très longtemps ici, c'était la croix et la bannière pour obtenir des contenus de presse en russe ou des contenus de presse émanant de la Russie. On était au creux, en fait, de la vague. On n'était plus dans les stratégies d'influence très centralisées russes et on n'était pas encore dans les initiatives qui sont actuellement en déploiement. Alors, la question pour examiner toutes ces questions qui se ramènent vraiment à quelle est la nature, en fait, de la stratégie médiatique russe actuelle vis-à-vis de son étranger proche, vis-à-vis des États occidentaux et vis-à-vis du monde. Vous l'avez rappelé, RT diffuse en arabe, et ça date pas d'hier. Je vais revenir sur 4 grandes questions. D'abord, quels sont les linéaments, quelles sont les lignes de continuité entre URSS et Russie, notamment dans le choix des vecteurs d'information et des contenus. Deuxièmement, je m'intéresserai, j'essaierai de décrire de façon assez bureaucratique ce que c'est que ces nouveaux médias. Parce que nous voyons leurs vitrines, mais ils ont des coulisses, ils ont des cuisines dans lesquelles s'élaborent, comme dans toutes les salles de rédaction d'ailleurs, s'élaborent des politiques éditoriales, s'élaborent des organigrammes, s'élaborent des projets éditoriaux qui sont parfois concurrents entre eux. Troisièmement, et c'est à mon avis le plus intéressant, c'est pour ça que Sorbonne a raison et Sorbonne a tort. C'est-à-dire que les médias russes sont à la conquête du monde, peut-être, j'en doute, ils sont peut-être à la reconquête de certains espaces qu'ils ont perdus, mais surtout, ça s'insère dans un projet général, dans une stratégie générale de construction d'un soft power, qui est actuellement en construction, qui balbutie pour le moment, et j'en montrerai les limites. Et enfin, je finirai par la question la plus importante dans les médias, c'est-à-dire François Hollande a-t-il raison ? C'est-à-dire, en fait, je vais échanger avec vous quelques idées sur l'influence, la prétendue influence ou la prétendue subversion des médias russes dans la campagne électorale française. Je déflore tout de suite le sujet. Ces médias n'ont l'influence que celle que lui prêtent en fait les principaux acteurs du débat public, qu'il s'agisse des candidats, de leur entourage ou des médias français qui les relayent, soit pour les critiquer, soit pour reconduire leur message. Alors, petit point historique, voilà. RT, Sputnik News, la holding qui chapeaute les initiatives qui s'appelle Россия сегодня, qui veut dire la Russie aujourd'hui, s'inscrivent dans une tradition qui est longue, qui est celle de l'influence des médias russes puis soviétiques dans la presse et dans l'espace public occidental. La guerre de Crimée, la vraie guerre de Crimée, celle qui remonte au XIXe siècle. C'était la première bataille de presse entre la presse occidentale et la presse russe pour défendre les positions de la Russie dans cette guerre. Puis ensuite, pour promouvoir les emprunts russes auprès de l'opinion publique française, les autorités publiques russes, en l'espèce impériale, ont commencé à déployer à l'intérieur des médias occidentaux, des stratégies d'écriture d'articles très largement d'ailleurs soutenues dans le cas des emprunts russes par les autorités publiques françaises, républicaines, soucieuses d'avoir une alliance que le pont Alexandre III matérialise par-dessus la Seine. Le deuxième grand acte de cette influence, de cette systématisation, c'est le caractère radicalement innovant, véritablement révolutionnaire de ce que les autorités soviétiques ont déployé tout à travers le XXe siècle pour favoriser un véritable pouvoir un véritable soft power, une véritable capacité à influencer, dicter, déterminer et nourrir les termes du débat public à l'intérieur même des sociétés occidentales, à l'intérieur même du camp démocratique. Et de ce point de vue-là, je ne garderai en tête
que la fonction, que deux dates, 29, qui est la création de Radio Moscou, qui, dès le début, a l'ambition que Sputnik et RT ont, c'est-à-dire diffuser du contenu sur l'actualité internationale d'un point de vue russe dans les différentes langues, mais qui est centralisé. C'est très différent d'ailleurs de ce point de vue-là de l'ambition impériale, qui est simplement d'essayer d'influencer les journalistes à l'intérieur des grands médias occidentaux, et 41, qui est la fondation de l'agence Novosti, au moment où la Wehrmacht occupe une très large partie du territoire soviétique russe. Et là, il s'agit non seulement, évidemment, de fournir une agence de qualité au moment où toutes les communications à l'intérieur du territoire sont désorganisées, mais aussi, évidemment, un pont tendu vers les Alliés. 41, de ce point de vue-là, est encore une fois une date éloquente. Alors, quelle est la nouveauté du projet qui, comme vous l'avez montré, émerge finalement graduellement avec la présidence Poutine, enfin avec l'arrivée d'un système Poutine graduellement construit à partir de 99. On n'est plus aujourd'hui avec RT et avec Sputnik dans le vieux modèle impérial, c'est-à-dire on essaye d'influencer certains leaders d'opinion qui écrivent des articles favorables ou qui écrivent des articles qui sont louangeurs pour la politique russe ou pour la société russe. On n'est plus du tout non plus dans un système hautement centralisé qui peut compter sur un réseau de partis frères, de partis amis et de grands titres nationaux comme l'Humanité en France ou l'Unità en Italie, et qui, sans relayer directement des mots d'ordre, comme le fait la Pravda, qui publie in extenso des éditoriaux écrits de la main ou prétendument écrits de la main des leaders soviétiques, relaye une certaine vision, si ce n'est soviétique, du moins pro-soviétique, et si ce n'est pro-soviétique, du moins pro-communiste, à l'intérieur de la sphère médiatique française. On n'est pas non plus dans ce schéma-là. On est dans un schéma de rattrapage. Parce que la période 91-1999 est une période de base eau pour les médias à rayonnement internationaux. À l'intérieur de la Russie, c'est une période d'efflorescence, de création, de bouillonnement qui se prolonge grâce à la révolution numérique durant les années 2000. Mais du point de vue du rayonnement international de la Russie, Radio Moscou, transformée en la voix de la Russie pour faire pendant à Voice of America, son point de vue, est en période de base eau. Les budgets sont coupés et ça n'est pas sur les relais médiatiques que l'action extérieure de la Russie compte, mais plutôt sur l'alliance avec les anciens adversaires. Alors, le schéma est radicalement nouveau parce qu'il est en période de rattrapage. Et c'est là où, à mon avis, François Hollande a tort. Bien sûr, il a raison, au sens où c'est un saut quantitatif permis par la technologie, et tout ce que vous avez montré montre que, effectivement, il y a une révolution Internet, qu'elle a été saisie aussi bien par les forces d'opposition, ou simplement les forces, disons, plus centrifuges, et que les autorités publiques ont utilisé plutôt sur le tard, d'ailleurs. Elle est réactive, en fait, cette stratégie des médias internationaux. Et là, de ce point de vue-là, 2004, 2008 et 2013 sont à la fois des dates fondamentales pour l'action extérieure de la Russie, pour la renaissance d'une stratégie d'influence russe dans son étranger proche, et aussi des dates déterminantes pour les médias à vocation internationale de la Russie. 2004, vous vous en souvenez, c'est les révolutions de couleur, c'est la révolution ukrainienne, et une prise de conscience se manifeste à ce moment-là. Les crises ukrainiennes ne sont couvertes que par des médias occidentaux, que par des médias américains. Et c'est là que s'installe dans la conscience, enfin, on pourrait dire, dans la conscience des décideurs publics russes, l'idée selon laquelle on ne peut pas laisser aux Occidentaux et aux Américains le monopole de la parole publique sur la diplomatie russe, sur l'action extérieure de la Russie et sur ce qui se passe aux bornes de l'ancien empire. 2004, c'est l'année du maximum d'emmerdement, si j'ose dire, puisque Afghanistan, Irak, révolution de couleur et transformation des stans en Asie centrale. 2008, c'est la Géorgie.
et c'est la couverture par les grandes agences américaines de cette offensive russe, ou de cette contre-offensive plus exactement, dans le Caucase. Et 2013, qui est évidemment la crise ukrainienne, celle que nous connaissons actuellement, c'est-à-dire l'annexion de la Crimée, et les combats qui durent dans la partie orientale de l'Ukraine. Et à chacune de ces dates, une initiative en matière de réorganisation, de rationalisation, de résurgence du contrôle des autorités publiques sur les médias internationaux à vocation internationale russe se manifeste. En 2005, l'agence RIA Novosti est transformée. En 2008, de nombreuses initiatives de la part de la présidence Medvedev transforment les vecteurs de l'action de la Russie à l'extérieur. Et si les premières présidences Poutine étaient axées sur la force de la Russie, la tonalité donnée par Medvedev, notamment à travers ses interventions, il est un des premiers à ouvrir, à se livrer sur les médias sociaux, à ouvrir par la suite une chaîne de télévision YouTube, à promouvoir un autre forum que celui de Valdai qui est organisé autour de la présidence Poutine, et à diffuser des messages de modernisation. Et 2013, c'est sans doute, c'est au choix, soit le Big Bang, soit la réaction, mais c'est là où les médias à vocation internationale publics de la Russie sont réunis sous la houlette d'une holding, donc la Russie aujourd'hui, à ne pas confondre avec Russia Today, la Russie aujourd'hui, et qui est quasiment l'année zéro en fait des médias internationaux. Qu'est-ce qui se passe? Première reprise en main, la nomination à la tête de cette holding de Dmitry Kiselyov, qui est un des journalistes proches des mouvances poutiniennes et qui se décrit lui-même comme le propagandiste en chef du Kremlin. Deuxième grande transformation, la transformation des anciennes radios d'influence extérieure en Sputnik. Sputnik qui devient tout à la fois, mais ça je vous l'avais déjà dit, une agence de news, de production en fait de l'info en continu, qui devient un ensemble de radios, qui devient un ensemble de rédactions. Et là, le modèle est complètement différent. Il est très innovant de ce point de vue-là, mais il ne fait que reprendre. Et la jeune rédactrice en chef, Semonian, le dit expressément, elle ne fait que reprendre les modèles de la BBC, en fait. Le vrai grand modèle, c'est là où encore on est dans un rattrapage, c'est la BBC, c'est-à-dire un ensemble réticulaire de rédactions éparpillées à travers le monde, engageant des journalistes locaux, de langue locale, pas uniquement sur des critères idéologiques, mais aussi sur des critères de professionnalisme, pour diffuser. Donc là, le modèle n'est plus celui de l'influence à la papa, n'est plus celui d'une centralisation soviétique, c'est celui d'un réseau animé, centralisé évidemment dans son contrôle capitalistique, par la holding Russia Сегодня. En termes de stratégie médiatique, vous avez dit l'essentiel, donc je peux passer. Le rattrapage technologique passe par l'utilisation, par vraiment un rattrapage dans la présence sur les médias sociaux, dans l'utilisation des radios web, évidemment dans la mise à disposition de matériaux parfaitement gratuits, mais également dans le consentement, la prise de conscience des autorités russes sur le tard qu'il s'agit de développer une stratégie d'influence à travers les nouvelles formes de médias. Et on peut lire des interviews très intéressantes donc de la rédactrice en chef de Russia Сегодня, qui vilipende en fait la radio à papa, qui vilipende les anciennes façons de faire du journalisme en Russie, et qui définit en fait une stratégie tout digitale. Alors, c'est très révolutionnaire peut-être pour la Russie, mais évidemment, ça fait plusieurs années que Deutsche Welle ou la BBC sont engagés dans ces stratégies.
Donc voici pour le volet historique. Et à grosse maille, on peut dire que il ne s'agit pas d'une conquête du monde, mais il s'agit, comme très souvent dans l'histoire russe, et ça domine vraiment beaucoup de domaines intellectuels, c'est la comparaison aux désavantages de la Russie avec le monde occidental qui réalise une prise de conscience tardive et qui accélère de façon assez prodigieuse, il faut bien le dire, le mouvement. Alors, quelles sont les stratégies, quels sont les contenus? Là, je pense que, de ce point de vue, la comparaison avec notre chère France 24, elle m'est chère à moi en tout cas, donc ma chère France 24, est intéressante. Si on compare France 24 et Russia Today, on voit que c'est à peu près, autant que les données budgétaires russes le permettent de le savoir, on voit que c'est à peu près le même budget. On navigue autour de 100 millions d'euros, sans doute un petit peu moins, ça fait rêver certains think tanks sans doute, mais c'est le même format. Bon, c'est-à-dire beaucoup moins que la BBC, évidemment. On est dans le même type de contrôle juridique, c'est-à-dire les autorités, les équipes de direction de ces médias à vocation internationale sont des nominations publiques, ce qui n'est pas choquant du point de vue de l'utilisation des fonds publics, mais ce qui sans doute a un impact très fort sur les lignes éditoriales, les garanties apportées à l'indépendance des journalistes à l'intérieur des rédactions étant moins grandes dans ces médias. Et la diversification des langues est elle aussi reprise, aussi bien à France 24 que à RT. Et vous avez mentionné évidemment l'ouverture d'un canal en français. Le canal français et le canal allemand n'ont été repoussés, enfin l'ouverture pardon, n'ont été repoussés que pour des raisons budgétaires. Donc utilisation massive des fonds publics, mais dans des limites qui sont quand même sans commune mesure avec l'époque soviétique, qui sont sans commune mesure avec d'autres projets. Utilisation des technologies numériques, utilisation d'un réseau de rédaction, on le voit que c'est une tactique, une stratégie qui est utilisée par beaucoup d'émergents, et notamment la télévision turque, de ce point de vue-là, à une échelle plus réduite, est la même chose. Et volonté de communiquer dans les différentes langues des leaders d'opinion. J'ajouterais que ce qui est assez typique, c'est que ces deux médias-là sont vraiment entièrement dirigés vers l'étranger. Et on trouve là une nouvelle similitude avec France 24, le cahier des charges de ces médias, cahier des charges officiel, disponible, il suffit d'aller sur Internet, cahier des charges de France 24 comme celui de Russia Today, c'est la promotion de l'image, de la culture de la Russie à l'international. Alors, qu'est-ce qui distingue les deux et qu'est-ce qui fait que c'est un instrument ou non de soft power? D'abord, ça a déjà été dit, cette grande concentration, cette grande rachat, dans d'autres univers, on parlerait de croissance externe, fait que grâce à cette holding, les pouvoirs publics russes ont réussi à obtenir un contrôle administratif et budgétaire et administratif de ces médias. Deuxième grande distinction, évidemment, les conditions de liberté de la presse ne sont évidemment pas les mêmes, même s'il est très difficile de distinguer entre autocensure, adhésion au projet, la diplomatie poutinienne et contraintes véritables. De ce point de vue-là, et je pense que c'est vraiment un élément qu'il faut retenir, la sociologie du journalisme russe s'est profondément transformée, y compris dans ces médias. Je ne vais pas du tout reprendre ce que vous avez dit, mais les journalistes qui travaillent dans ces rédactions sont, pour un tiers au moins, des étrangers, des non-nationaux russes. Ce sont des diplômés d'écoles de journalisme. Les études dont on dispose montrent qu'ils ont une conscience politique bien moindre que les journalistes qui sont issus des mouvements associatifs ou qui sont issus de la société civile. Pour le dire très très rapidement, et pour ceux qui connaissent un peu la Russie, on n'est plus du tout sur un journalisme type ancien militant de Mémorial. Ce sont des gens qui veulent faire carrière, tout bêtement, qui sont des pros dans leur technologie, des pros dans leur approche de leur métier. C'est pas des doctrinaires, c'est pas des propagandistes, même s'ils relaient évidemment des messages de propagande. Alors,
Troisième point, et là j'aimerais élargir, s'agit-il, depuis le début des années 2000, ou du moins 2010, voire même le vrai réveil, c'est sans doute la crise ukrainienne, s'agit-il d'une véritable stratégie tous azimuts? S'agit-il d'un instrument de soft power? Est-ce qu'on peut parler, à juste titre, on en entend beaucoup parler, du soft power russe? Et ça aidera à sortir du débat la Russie subvertit l'Occident ou la Russie ne fait que défendre ses intérêts nationaux. Alors, petit rappel, pédant comme il se doit puisque je suis aussi enseignant, qu'est-ce que c'est que le soft power? Donc c'est le concept décrivant chez Nye et chez d'autres auteurs, la capacité d'un État à influencer d'autres États, d'autres sociétés civiles par des moyens non guerriers. C'est le volet, on pourrait dire, négatif de la définition. Il faut aller vers le côté positif de la définition. C'est la capacité d'un État ou d'un ensemble d'États à exercer une attraction idéologique, culturelle, linguistique, universitaire, capable, si ce n'est de bouleverser ou de transformer les termes du débat, du moins de faire entendre des idées favorables à l'État émetteur. Et de ce point de vue-là, les médias, et c'est ce type de médias très particulier que sont les médias russes en langue non russe, ne sont qu'un élément parmi d'autres. Le soft power, traditionnellement, s'exerce évidemment par la coopération culturelle, universitaire, académique et entre chercheurs. De ce point de vue-là, on peut le dire tout de suite, je pense que vous serez d'accord, elle est plutôt à un point bas en ce moment, alors que dans les années 90, beaucoup d'initiatives avaient été prises, j'en ai d'ailleurs moi-même bénéficié, pour renforcer cette coopération. Là, le rayonnement linguistique, la situation de l'enseignement du russe est évidemment très très différente de la situation de l'enseignement du russe à l'époque soviétique. On est en période de base ZO et les derniers chiffres que j'ai montrent que non seulement l'apprentissage du russe baisse en Europe occidentale, si on veut dire, mais baisse aussi dans l'ancien étranger proche. On n'a plus de domination linguistique, même plus en Géorgie, où seulement 30% de la population est considérée comme vraiment russophone. Donc vecteur universitaire, vecteur linguistique, vecteur culturel naturellement. Et là, on voit aussi que la Russie n'a pas actuellement, à travers son réseau, que ce soit Ruski Mir ou que ce soit les instituts culturels, n'a pas la capacité, n'a pas la force de frappe de démultiplication que les réseaux ont. Évidemment que les autres réseaux, les réseaux concurrents ont, évidemment, si on lit les dépêches ou si on lit les communiqués de presse, de nombreux centres sont en train de réouvrir. Mais allez au centre culturel russe à Paris, et vous verrez que les effectifs d'apprentissage de russe ou les cours de civilisation russe sont assez peu peuplés, sans parler des places pour les universitaires, mais ça je peux en parler tout de suite. Et enfin, la capacité d'attraction. Et là, c'est vraiment le jour et la nuit entre l'URSS et la Russie. Ça demande un détour, en fait. Ça demande un détour par le contenu éditorial de ces sites, ces radios, ces comptes Twitter. Je pense que vraiment, on ne saurait mieux dire ce que vous avez dit. C'est-à-dire, c'est la blogosphère russe est une espèce de bouillon de culture absolument prodigieux dans lequel les pouvoirs publics sont en train de réinvestir énormément d'efforts. Les messages qui sont diffusés sont finalement très pauvres. Vous l'avez souligné, le patriotisme, mais c'est justement pas, la défense des intérêts et de l'identité russe, c'est précisément pas un message à vocation universaliste. D'ailleurs, dans le grand papier fondateur du grand philosophe Vladimir Poutine de 2012 sur le soft power russe, le président russe, que tout le monde accuse d'à peu près tous les maux, déclare bien que le but n'est pas de convertir le monde au système russe, simplement de faire valoir les intérêts nationaux de la Russie. L'orthodoxie, on peut considérer quand même que ailleurs que dans les terres
historiquement orthodoxe, il s'agit plutôt d'un folklore. Il n'y a pas de messianisme orthodoxe comme il y avait un messianisme communiste, évidemment. Quant au fameux, à la fameuse démocratie souveraine, démocratie autoritaire, où on peut bien se demander s'il ne s'agit pas d'un artefact et si les rapprochements un peu forcés avec la Hongrie, avec la Slovaquie, vraiment appartiennent à autre chose que du marketing politique. Et de ce point de vue-là, je pense que on voit bien que les médias, les deux médias dont on parle, dont je parle aujourd'hui, sont finalement une version très très étriquée du soft power russe. La feuille de route de ces médias, c'est de faire entendre une voix dissidente, une voix même qui suscite le scandale ou la controverse. C'est théorisé par Simonian, c'est-à-dire plus il y a de controverses autour de Sputnik et de RT, plus ça nourrit la récurrence. Et les spécialistes du numérique savent que c'est seule la récurrence qui compte, pas l'appréciation en fait de la qualité des contenus, même si la qualité peut servir d'amorce à la récurrence. De sorte que on est bien aujourd'hui autour de ces deux médias-là dans version optimiste, un soft power en construction et très partiel, et version pessimiste dans des bribes de soft power qui ne masquent pas la pauvreté en fait de la stratégie telle qu'elle est aujourd'hui. J'en veux simplement pour preuve que les grandes initiatives ne sont que réactives, alors que l'URSS a été très innovante, a pris l'initiative. Il ne s'agit que de contre-attaques de la part de RT et de Sputnik. Les années à venir me démentiront peut-être, mais pour le moment, le soft power est balbutiant, et plutôt qu'une conquête du monde, c'est plutôt la reconquête de certains interstices des débats publics en Occident et de son étranger proche que la Russie essaye de réaliser. J'en finis par les controverses actuelles sur les élections générales en Europe et la présidentielle en France. Faut-il attribuer à RT et à Sputnik un pouvoir d'influence tel qu'il pourrait changer le résultat de l'élection? Vous l'avez compris, je pense que c'est surévaluer en fait le poids et les capacités sans cesse croissantes, je le concède, de ces médias. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'ai commencé à donner des interviews à Sputnik et à RT, on ne m'interrogeait que sur la situation de l'économie russe, la balance des paiements avec la Chine, enfin des sujets qui étaient très standards pour des médias. Et actuellement, les demandes d'interview ne sont que des demandes d'interview pour commenter l'écume des différents épisodes de la campagne présidentielle. Aucun commentaire, aucune interview qui porte vraiment sur la nature, le contenu même des programmes, de sorte que ce que font les médias russes, RT et Sputnik actuellement, c'est plutôt de conquérir des parts de marché dans la sphère publique. Ils essayent d'augmenter leur visibilité. Et il faut bien le dire, ils sont très largement aidés par les acteurs du débat politique. D'abord, ils sont aidés dans la blogosphère, vous l'avez dit, notamment la blogosphère radicale, qui les reprennent. Et là, de ce point de vue-là, la tactique est très bien rodée, puisque leurs contenus sont faciles à reprendre, faciles à trouver, très bien rankés, d'ailleurs, que ce soit sur Google ou sur d'autres. Et puis, c'est par là peut-être que je souhaiterais finir, ils sont très bien relayés aussi par plusieurs candidats à la présidentielle. Donc nous savons exactement de qui il s'agit, et là je pense qu'il y a une précaution à prendre. Ça n'est pas de la part de ces candidats la volonté, comme c'était le cas du PCF ou du PCI, de développer une succursale en fait, une succursale peut-être indépendante, une succursale avec des velléités d'autonomie. Il ne s'agit pas de développer des succursales de la Russie en France. Il s'agit de faire une opération marketing politique grâce à l'utilisation du rayonnement de ces médias. Par une espèce d'opération de transsubstantiation partisane,
afficher une proximité toute relative et toute superficielle avec Vladimir Poutine, c'est se doter du statut de grand homme d'État, c'est se donner d'une stature gaullienne, enfin, une stature d'autonomie stratégique de la France. Je ne sais pas si le général de Gaulle peut être dérangé dans ce débat-là, mais c'est très facilement, tout simplement, affirmer qu'on en a de l'autorité. Donc, l'utilisation qui est faite des messages un peu ridicules, un peu complotistes, un peu des médias russes à vocation internationale est finalement assez superficielle. Ce ne sont pas les contenus qui sont en train vraiment d'irriguer le débat public, mais c'est la tentation de certains candidats, de beaucoup de candidats, il faut bien le dire, d'utiliser la proximité ou la proximité supposée avec les autorités russes pour rendre sa propre candidature plus sérieuse. Alors, j'en finis. Je reviens au terme du débat. Les médias russes sont-ils à la conquête du monde? Non. Ils sont d'abord à la conquête de leur propre part de marché. Ils sont à la reconquête d'espaces de débat dont ils ont été absents pendant une grande décennie, pour des très bonnes raisons, notamment le développement d'un débat public interne à la Russie qui est en train de s'appauvrir. Ils ne sont pas à la conquête du monde, ils sont à la conquête de certaines franges de l'opinion. Et François Hollande a-t-il raison? Je pense que la différence technologique induit effectivement certains changements de tactique. Mais ces tactiques-là, finalement, sont simplement l'objet d'une imitation. Et il y a pour moi entre la capacité industrielle de soft power soviétique et les balbutiements assez artisanaux, il faut bien le dire, d'une stratégie encore parcellaire et encore très loin du discours de référence de Poutine en 2012, toute la différence qui peut y avoir entre un projet très réactif et très opportuniste et une stratégie globale pour peser sur les affaires du monde. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Françoise Dossé et Cyril Bray pour vos éclairages. Vous rappeliez donc au début de votre intervention le DiploWeb, donc Pierre Verluise, que Pierre Verluise ici tient. Donc je ne pense pas trop m'avancer en disant que c'est désormais une référence en matière géopolitique et géostratégique. J'ai découvert pour ma part en préparant le concours Sciences Po. Ça n'a pas marché, mais ça reste une référence. Donc maintenant on va passer au temps des questions. Alors pour ceux qui sont fatigués, qui ont envie de partir, ça va être un petit peu compliqué, surtout pour ceux qui sont au milieu. Donc on a une demi-heure de questions. Je vais vous demander de les préparer pour qu'elles soient le plus courtes possible, pour que le plus grand nombre d'entre vous ait l'occasion de poser toutes ces questions. Ce serait pas mal qu'on fasse un sur les hélicoptères. Et vous n'avez qu'à lever la main en ne vous battant pas trop. Bon bah moi j'ai une question alors pour Françoise Dossé. Je peux? Oui, ok. Alors, moi ce que j'aimerais savoir c'est pour les élections présidentielles russes cette fois-ci, qui arrivent à grands pas l'année prochaine, quelles vont être les capacités de mobilisation de la société civile dans les médias russes domestiques et dans les médias russes internationaux? Parce que le cas de Navalny et des manifestations 2011-2012 montre que la société civile russe a des ressources en termes médiatiques qui sont absolument inattendues. J'aimerais savoir si, à votre avis, le coup de gel sur l'Internet et la presse se fera sentir sur les prochaines élections présidentielles. Bah, je sais pas, si vous voulez. Je réponds à cette première question. Elle est bonne, non? Oui, alors du coup, voilà, on va engager un débat tous les deux.
Non, alors je dirais qu'il y a, alors c'est une excellente question évidemment sur cette question effectivement de l'élection présidentielle qui va se jouer en Russie l'année prochaine en 2018. Qui se joue donc pour la réélection probable de Vladimir Poutine pour un nouveau mandat de 6 ans. Donc on n'est pas dans le contexte de 2011-2012 parce qu'en 2011-2012 il y avait quand même cette alternance dans le système avec le changement de président qui a créé du jeu, disons, dans l'élection. Voilà. Et puis un contexte qui est très différent. Alors je dirais qu'il y a une difficulté en fait pour le pouvoir russe, et on l'a bien vu au moment des élections législatives qui ont eu lieu en septembre, c'est en fait une forme de désintérêt de la population pour les élections et pour le jeu politique, parce que lors des élections législatives de septembre, en fait, il y a eu peut-être 30%, 35% de participation, ce qui est très faible. Et en fait, le problème, c'est comment, dans un contexte où effectivement la controverse s'est beaucoup affaiblie parce qu'il y a plus tous ces médias pour relayer de la critique, comment intéresser les gens encore à la politique et comment les faire se déplacer pour qu'ils aillent voter. Et en fait, on voyait bien en septembre là que, en fait, ceux qui sont allés voter en septembre aux élections législatives, c'était plutôt les plus âgés. Et qu'en fait, tout l'électorat jeune s'est pas du tout déplacé, en fait. Donc, ils sont plus là. Et donc, la question, c'est que, voilà, pour que Vladimir Poutine soit bien réélu, il faut quand même qu'il y ait un peu d'intérêt dans le pays, un peu de mobilisation. Voilà. Donc, et donc, voilà, ça, c'est l'un des problèmes. Comment remobiliser la population en faveur du pouvoir ou pas? Et l'autre question, c'est effectivement ce rapport avec les leaders d'opposition, notamment avec Alexeï Navalny, où on a parfois le sentiment d'un jeu un peu curieux, où à la fois il y a très clairement de la répression contre Alexeï Navalny, qui est ce grand leader d'opposition russe qui est très présent sur la blogosphère, donc une volonté de répression permanente, et en même temps on le laisse jouer un peu, c'est-à-dire qu'on le laisse produire des reportages sur la corruption dans l'administration. Là, il est encore sorti un reportage là, sur Medvedev, un document, parce que c'est aussi un ennemi utile, quoi, pour se mobiliser contre cette opposition russe. Voilà, donc on est dans des jeux quand même un peu compliqués et des jeux de fabrication de l'adhésion qui sont à mon avis assez compliqués. Je sais pas si ça répond. Alors parlez bien. Et merci pour vos interventions. Alors vous disiez que les médias russes veulent seulement reconquérir le marché et pas vraiment influencer. Mais il y a eu le cas Lisa en Allemagne, où il y a eu la soi-disant fille inventée qui s'est fait violer par des réfugiés. Et donc qui a entraîné beaucoup de protestations. Il y a aussi beaucoup de manifestations en Allemagne où vraiment que des russophones. Donc on voit que les médias ont une influence. Alors est-ce que tout ça, ça serait voulu ou ça ne serait pas vraiment fait exprès du coup? Oui, je pense que vous avez déjà vous-même donné la réponse. La stratégie, plus exactement la tactique de mobilisation se fait autour de coups, en fait. De coups, alors soit quand il s'agit de désinformation, des informations crasses, et de ce point de vue-là, la maîtrise de la twittosphère est déterminante, et on voit très souvent que RT et Sputnik sont les premiers à tweeter, ce qui donne les termes du débat, et ce qui est donc une source de désinformation qui peut être résolue et intentionnelle. Il y a un autre type de façon de dicter les termes du débat, c'est de promouvoir de nouvelles voix, ou de nouveaux spécialistes, ou de nouveaux experts. Là, de ce point de vue-là, le recrutement de RT et de Sputnik a été absolument créateur, étonnant, innovant, révolutionnaire. Ils ont vraiment fait émerger ou réémerger des figures dans le débat public pour véritablement l'influencer. C'est une limite que j'apporterai à mon propos. Il suffit de prendre, par exemple, en France, la figure de Jacques Sapir, qui donc est un des chroniqueurs vedettes sur Sputnik, qui était avant l'affaire ukrainienne et avant qu'il ait qui était un économiste hétérodoxe, engagé, mais qui avait un rayonnement qu'on dirait germano-pratin ou académique. Il est devenu, et Sputnik a vraiment réussi, et il a réussi par la constance de son engagement, il a réussi à devenir une figure publique de la blogosphère, de la médiasphère.
Il y a d'autres techniques qui est l'essaimage, notamment. Et là, de ce point de vue-là, je pense que la sociologie des journalistes est très intéressante. Très régulièrement, si Russia Today ne communique pas sur ses véritables chiffres d'audience, il communique sur la capacité des journalistes qui ont servi dans les différentes rédactions à l'étranger à se reconvertir dans des médias mainstream ou dans des médias installés et nationaux. Et de ce point de vue-là, il faut bien le voir. Au lieu d'ostraciser les anciens collaborateurs de Sputnik ou de Russia Today, au contraire, le label leur donne des entrées dans pas mal de médias, et pour le dire vulgairement, ils se recassent. De sorte que, pour que l'influence sur le débat public se manifeste, et pour que la stratégie de reconquête soit vraiment une stratégie de diffusion lente, il va falloir sans doute attendre quelques années. Il y a un petit effet d'hystérèse, sans aucun doute. Compléter la réponse peut-être, parce que vous avez mentionné quelque chose qui est important à mon sens, qui est cette articulation aussi entre le online et le offline. C'est-à-dire que ce que vous mentionnez dans le cas de ces manifestations en Allemagne, notamment de compatriotes russes, il y a quand même un effort d'organisation des Russes vivant à l'étranger par les services notamment consulaires et les ambassades russes à l'étranger, voilà, pour les mobiliser en faveur des positions de la Russie. Il y a eu des travaux là-dessus. Il y a eu en France, en fait, il y a eu la création d'une association des compatriotes russes qui sont liés. Cette association est liée à l'ambassade russe. Et donc il y a ce jeu-là entre, j'ai un problème avec ce micro, entre les compatriotes et ce qu'une collègue à moi appelle les expatriotes, qui sont justement ces Russes qui vivent à l'étranger, mais qui se voient pas comme tous des ambassadeurs de la politique de leur État. Et donc il y a cette volonté de reprendre aussi un petit peu en main cette communauté russe à l'étranger, et qu'on voit à l'œuvre dans ce que vous venez de mentionner, c'est-à-dire ce jeu entre présence médiatique et aussi présence offline, enfin réelle, dans le pays. C'est un piège? Je sais pas. C'est un sabotage. Voilà, notre choix. On va pas bouger. Finalement, c'est ça, c'est la communication, plus de l'information. Oui, je pense. Ah, excusez-moi, je vous ai coupé. Ah oui. Ah, malheureusement, j'ai pas entendu. Communication ou information. Oui, je pense que c'est une bonne conceptualisation. Le cahier des charges, c'est vraiment la promotion de l'image. C'est vraiment de la communication. On peut même dire à certains égards que c'est de la publicité. Hein, c'est de la publicité pour le pays. C'est de la publicité également pour l'action des pouvoirs publics. Il suffit, par exemple, j'avais pensé consacrer un petit moment là-dessus, la façon dont la Syrie, dont le conflit en Syrie, dont les conflits en Syrie ont été couverts par ces médias, pour voir que les arguments des pouvoirs publics étaient relayés, évidemment, à destination d'une audience internationale par ces médias. Ou un cas d'espèce encore plus intéressant, où vraiment la proximité des lignes politiques et de la ligne éditoriale est la plus frappante, qui sont les évolutions des deux pays neutres de la Baltique, Suède et Finlande. Les articles dont on dispose dans ces pays et dont on dispose en anglais et en français sur ces pays, c'est exactement le décalque des messages des autorités russes sur la question. Hein. Notamment la grande crainte de voir la Suède basculer dans l'adhésion à l'OTAN. Si je peux à nouveau compléter sur cette question de communication-information. Évidemment, communication-information, ça banalise un petit peu ce que feraient ces médias russes, ou ces contenus médiatiques. Je pense qu'il faut quand même revenir sur
enfin sur ces questions de contenu et sur la question aussi de la place du débat ou de la controverse dans ces médias. C'est-à-dire qu'on a quand même le sentiment quand on lit, enfin quand on observe ce qui se passe en Russie, qu'il y a une difficulté à accepter le débat public ou la controverse publique avec l'idée qu'il faut amener des arguments qui vont dans un sens. Donc c'est vrai qu'il me semble qu'il y a quand même une difficulté dans ces médias à accepter d'entrer en débat avec d'autres positions, etc. Et c'est ce qu'on voit évidemment aussi dans la vie politique russe, c'est-à-dire que toutes les formes de critique, enfin les formes de critique sont souvent discréditées au nom notamment d'être liées à l'étranger. Et je rappelle quand même que il y a une loi aussi dont j'ai pas parlé tout à l'heure, mais qui a été adoptée en Russie en 2013, qui est la loi contre les agents d'étrangers, et où en fait alors qui porte sur les ONG, pas réellement, enfin pas sur les médias directement, mais où toute association russe qui reçoit des fonds de l'étranger et qui fait de la politique au sens extrêmement large, c'est-à-dire qui participe à la vie de la cité et qui publie, par exemple, peut être considéré comme un agent d'étranger. Et évidemment, être un agent d'étranger, c'est un terme extrêmement dégradant pour ces associations. Donc on voit bien que c'est là la limite quand même des possibilités de débat dans ces médias, c'est que l'adversaire est discrédité au nom d'arguments qui sont pas des arguments qui relèvent du débat politique, mais qui sont des arguments de discrédit contre les formes d'opposition. Et il y a aussi toujours cette tendance là du côté des médias. Et la dernière loi qui a été adoptée sur justement la provenance du capital de ces médias, elle va dans le même sens, c'est-à-dire qu'il y a toujours l'idée que celui qui paye commande la musique, c'est la grande expression à Moscou, sans pouvoir penser qu'il y a aussi des formes qu'on peut aussi être une association, avoir un engagement en conviction et qui est pas forcément lié uniquement à la question du financement et de la rationalité économique. Bon, simplement pour compléter. Oui. Donc je sais à peu près comment fonctionne à peu près l'information de l'intérieur de l'action. Et si je fais un parallèle avec ce qui se passe en Russie et ce qui se passe aussi dans les médias français, j'aurais tendance à dire que dans les médias français, il y a eu des périodes pas forcément aussi libérales, mais c'est quand même éventuellement dans les années 60. 70-80, donc le pouvoir il était déjà plus ou moins franchi avec les médias. Après, ça s'est libéré, c'est vrai, il y a une grande indépendance, mais aujourd'hui, on peut aussi dire que dans les médias français, d'abord, ce sont des journalistes d'opinion, qui, par rapport aux anglo-saxons, c'est pas le même journalisme. Et on pourrait dire aussi qu'il y a une autocensure qui s'est faite en France. Je l'ai remarqué, quand j'étais en stage, d'ailleurs, on m'a dit, bon, quand tu disais, allez-y, je vous donne. Non, je pense qu'il y a effectivement, il faut, et c'est ça qui est intéressant, c'est de déspécifier en partie ce qui se passe dans les médias russes. C'est-à-dire ce qu'on voit à l'œuvre dans les médias russes, un certain nombre de phénomènes qu'on voit aussi dans les médias occidentaux. Alors, la différence peut-être, mais c'est une discussion à avoir, c'est-à-dire que dans les médias occidentaux, ce qu'on dénonce le plus souvent, et en fait on vient là à la sociologie de Pierre Bourdieu, son livre sur la télévision, ce qu'on va dénoncer en premier, ça va être la domination économique, c'est-à-dire le fait que les médias sont dans le marché soumis à des contraintes de publicité, sont liés à leurs annonceurs et ne peuvent pas critiquer l'annonceur qui paye en gros qui finance le journal, que les journalistes appartiennent à des milieux sociaux favorisés qui donc vont reproduire la reproduction sociale, etc. Donc en fait c'est la critique des médias en Russie, en tout cas chez Bourdieu, elle est venue de cette critique de la domination économique. Alors ce qu'on voit et dans le cas russe, au fond, la première critique qui vient, c'est celle de la domination politique, parce que il y a
le précédent soviétique, il y a le précédent du Comintern, il y a le précédent, etc. Donc on voit tout de suite la domination politique. Or, à mon avis, dans un cas comme dans l'autre, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on joue les deux, en fait, et qu'on a à la fois de la contrainte économique et de la contrainte politique qui sont en permanence en articulation, au fond. Donc voilà. Donc ça permet de déspécifier un petit peu ce qui se joue en Russie, effectivement. Alors on va prendre encore, je pense, 2-3 questions, s'il vous plaît, cette fois-ci courte. Oui, monsieur aussi. Il y a monsieur là. Je voudrais poser la question de savoir, j'aimerais bien connaître votre avis sur la notion de médias alternatifs, parce qu'on a souvent un peu l'impression que les médias russes sont des médias alternatifs en Occident, et que les médias russes disent la vérité que les autres ne disent pas. Et si on regarde la télé RT par exemple, on voit beaucoup d'experts, entre guillemets, qui sont des gens qu'on ne voit jamais dans les médias en France ou ailleurs, souvent des gens d'extrême droite ou d'extrême gauche, ou des gens qui sont vraiment des champions de la théorie du complot, etc. Et c'est assez intéressant parce que je trouve qu'il y a vraiment une stratégie un peu négative aussi, qui est un peu de ça, de la confiance en la classe politique, en disant qu'ils sont tous corrompus, dans l'Union européenne, en disant que l'Union européenne essaie de nous contrôler, etc. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un média alternatif, et est-ce que ces médias russes sont des médias alternatifs? Alors, vous avez doublement raison. C'est une stratégie marketing explicite. Vous entendrez sur Sputnik, vous verrez sur Russia Today ce que personne ne vous dit, ce que personne ne vous montre ailleurs. Donc c'est une vraie stratégie de différenciation avec cette double détente que le média alternatif, excentrique, périphérique et marginal est en fait le média d'État d'un des 5 ou 6 grands pays au monde. Formidable, extraordinaire. Sur le deuxième point, c'est-à-dire la décrédibilisation des élites, là j'aurais tendance à minimiser l'originalité de ces médias. Ils ont une force de frappe qui démultiplie le message, mais il n'y avait pas besoin d'attendre RT ou Sputnik News pour avoir des médias qui décrédibilisaient les élites. Il y a peut-être un cran quantitatif, mais il n'y a sans doute pas d'innovation radicale sur la question. Comment je voudrais dire, c'est moins la Pravda, c'est moins Radio Moscou qu'un nouvel entrant. Maintenant, il est plus trop nouveau, mais qu'un nouvel entrant, qu'un challenger et qui essaye de se faire une place au soleil. Et c'est sa stratégie de différenciation qui sera sans doute utilisée par la suite à d'autres fins plus positives. Moi, je le verrais vraiment comme ça. Hein, cette position revendiquée et un peu paradoxale de médias alternatifs et de médias dissidents. Je crois que ce paradoxe de médias alternatifs d'État est quand même assez... C'est génial, hein ? Assez génial au fond. Et l'autre caractéristique de ces médias, il me semble, c'est d'être à l'écoute, enfin d'être très sensible à ce qui ne va pas, enfin à ce qui va mal ou à ce qui ne va pas, à aux problèmes qui se posent dans les sociétés dans lesquelles ils opèrent. Et en fait, et de se construire face à ces problèmes. C'est-à-dire qu'ils sont quand même, ils analysent et ils voient tous les points de les points de tension et les points de difficulté qui peuvent apparaître dans l'opinion publique et sur lesquels ils vont jouer sur ces questions-là. Et c'est aussi comme ça que se construit en partie la légitimité politique à Moscou, c'est-à-dire que la grande force aussi de Russie et de l'administration présidentielle, c'est d'être vraiment assez attentif à ce qui se passe dans le monde contemporain et d'y réagir très rapidement. Et je pense à ça, par exemple, la réaction, par exemple, aux attentats à Paris, tout de suite fait l'objet d'une analyse qui va dans le sens de, voilà, il faut fermer les frontières, il faut, etc. Enfin, oui. Et donc, du coup, il s'empare très vite des sujets problématiques pour en faire une ressource médiatique. Alors, une dernière question, parce que ça va bientôt être la fin. Non ? Vous avez fait ?
très minoritaire, en 12 millions de followers sur Twitter par rapport à 3 millions de BBC. Est-ce que c'est vraiment juste de dire que c'est un danger pour la Oui. Alors, bon, c'est une question difficile, puis bon, c'est un peu délicat de critiquer le président directement, mais Il y a plein de gens qui s'en privent pas. oh, ouais, c'est ça. Mais non, je dirais que mettre l'accent ou faire peser la responsabilité de ce qui se passe dans nos sociétés sur la Russie, c'est aussi une façon de se déresponsabiliser vis-à-vis de ce qui se passe chez nous, c'est-à-dire de pas vouloir voir en fait ce qui est en train de monter chez nous, et donc on voit bien que ça nous inquiète et qu'on a du mal à y trouver une réponse, et que du coup voilà, ça nous fait une réponse facile. Et je dirais que peut-être c'est aussi un peu ce qui s'est joué aux États-Unis, c'est-à-dire face à cette élection incompréhensible de Donald Trump que personne n'attendait, qui était voilà, qui a paru anormal. Et ben quand on n'arrive plus à trouver de réponse rationnelle, on essaye de trouver une réponse à l'étranger, et on trouve la Russie, et ça va très bien parce que c'est un pays voilà autoritaire, voilà qui est en quête d'influence, etc. Mais je pense que la première question à se poser, c'est pourquoi est-ce que ça marche, et enfin qu'est-ce qui se passe chez nous, et pourquoi éventuellement ce type de média peut avoir un peu d'écho. Et voilà, mais je pense qu'il faut d'abord se poser une question de qu'est-ce qui est en train de se passer dans notre société. Alors, la question que vous posez est essentielle hein, pour ce qui va se passer en mai puis après. Après avoir été dans la tête de Vladimir Poutine avec Michel Elchaninov, on peut être un peu aussi dans la tête de François Hollande quelques instants. Si on regarde bien le texte de l'interview, on voit que les craintes des autorités publiques françaises reposent bien sûr sur l'influence des médias russes, mais aussi sur l'influence croissante, et là je pense que c'est la tendance plus que la quantité absolue d'audience, même si RT est devenu sur le câble américain la 3e ou 4e. Mais les craintes des autorités publiques françaises viennent des cyberattaques et viennent des usines à trolls. Et là, on est dans une autre dimension. Elles sont sans doute articulées du côté de la Russie, mais c'est une autre dimension. C'est plus des stratégies médiatiques. Là, c'est des stratégies qui sont des stratégies militarisées, et qui sont destinées à pas à dicter ou à déstabiliser ou à transformer les termes du débat public, mais qui sont destinées à s'attaquer aux infrastructures essentielles du pays, notamment les infrastructures numériques. Et de ce point de vue-là, la crise en Estonie 2008 ou 2009, je ne sais plus, mais enfin, une cyberattaque massive qui a paralysé le pays, et les essais qui sont réalisés régulièrement par des usines à trolls en provenance de Russie, sont-elles liées au SVR, ne le sont-elles pas, ça je ne sais pas, se multiplient actuellement dans les États d'Europe occidentale, y compris la France, qui sont à la veille de grandes élections. De ce point de vue-là, François Hollande a raison. Est-ce qu'on termine sur cette phrase? Oui. François Françoise Dossé, c'est une vraie merci de votre temps, et merci tous d'avoir été là ce soir, d'avoir réservé votre mardi pour cette conférence. Alors on vous invite à aller voir le site web du journal, sort-on.fr, pour y découvrir des articles qui, j'en suis sûre, vont vous passionner. Et si certains d'entre vous souhaitent écrire des articles, alors n'hésitez pas. Par ailleurs, notre prochaine conférence se déroule début avril, et ça va porter sur les sondages politiques et leur place dans l'élection présidentielle. Donc allez nous suivre sur Facebook et sur tous nos réseaux sociaux pour être au courant plus vite. Puis merci encore et bonne soirée. Vous avez parlé
Extrêmement intensif. Ouais. Oui. Je sais la faire Première influence a été de dernier débat en matière de sécurité. C'est l'intervention de la Russie. Mais oui. C'est une victoire de la Syrie et la question de Daesh. On est peur avant même les attentats. En fait. Là, bon, c'est une vraie influence. La deuxième question là qui est sur la pression à ces élites. C'est vraiment une excellente question. Il faudrait que j'exprime un peu plus sur les. Et selon vous, c'est ça? D'accord. Déjà, les médias classiques nationaux français sont assez résolument hostiles. Il y a régulièrement des papiers qui ont dénoncé l'influence de ces médias en France. Ça, c'est sûr. Là, leur demander les RFI. Sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a d'autres mécanismes qui représentent ça, je ne sais pas. Intéressant à savoir. Je ne sais pas. Alors, c'est sur mon site. Donc, il y a toute réserve prospective. Pas de problème. C'est des réseaux sociaux, c'est à la fois des lieux de mobilisation et c'est pas une constitution de réseaux, mais c'est aussi des lieux qui sont à la vue du pouvoir aussi. Oui, parce que j'ai vu que dans les manifestations j'ai vu qu'il y avait inciter les gens à partir faire la manifestation qui s'était bloquée. Je sais pas, voilà. Et du coup, c'est ça la difficulté. C'est des outils qui sont sous la surveillance. Oui, voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est la liberté qui est juste pour l'instant, pas trop. Voilà, c'est ça. Je pense que quand il y a quand même une surveillance, ce qui fait que quand il y a des appels à la mobilisation, là, il peut y avoir une intervention. Ou aussi, chez les militants qui sont vraiment très engagés, le retour à des scriptages. Encore pour l'organisation. Les menus et puis à ce moment-là, sur d'autres médias comme Telegram, etc. pour essayer d'échapper à ces formes de. Mais est-ce que les gens savent vraiment quelque chose de bien protégé ou est-ce que c'est juste. De toute façon, c'est très dynamique, donc ça c'est bien protégé au départ, et une fois que ça prend l'influence. Donc c'est vrai que ces réseaux sociaux, c'est aussi un juste observatoire pour les services sécurité. Du coup, il y a beaucoup d'amendements sur le fait que les réseaux sociaux type Facebook donnent leurs informations et leurs métadonnées aux services de sécurité. Donc cette dimension-là aussi. Oui, et je vais juste poser la question. Je ne sais pas pourquoi sur les pays, vous avez dit qu'en fait, Doge était obligé de passer à l'Internet parce qu'ils avaient le problème de câble. Mais est-ce que c'est pas le problème de la publication de leurs articles de l'édition concernant le siège voilà, de l'écran, voilà. Donc, ça, effectivement, les opérateurs du câble ont cessé de diffuser. Et puis, aussi en ligne, en modèle économique, parce qu'en fait, le câble, c'est leur parce que c'est de la publicité. Et ils ont changé leur modèle économique. Ils ont beaucoup moins de publicité. Ils ont mis en place cette barrière. Oui, mais ça existait depuis 2 jours. Non. C'était câble, c'était payant. Non. Enfin, c'était payant. Ouais, la télé, voilà. C'est un abonnement dans un bouquet, comme on s'abonne à la télévision. Mais par contre, personne s'abonne. C'est pour ça que c'était. Voilà, mais c'était beaucoup plus difficile sur le web que sur Internet. Mais à la base, on peut dire quand même que c'est un problème politique. Voilà, c'était juste un prétexte de laisser dire que ça va discuter de ces sujets-là. Non, mais bien, ça a servi de prétexte pour les collectifs. C'était super intéressant. Est-ce que c'est une petite carte avec. J'ai pas de carte, mais il faut regarder sur